L'histoire entre la France et l'Algérie au cœur de la deuxième journée de visite d'Emmanuel Macron dans le pays. Le président français a appelé à regarder le passé avec courage. La centrale nucléaire de Zaporijia a de nouveau été raccordée au réseau électrique ukrainien, annonce Kiev. Elle avait été totalement déconnectée à cause de dommages sur les lignes électriques. Seul un oui est un oui, tel est le surnom du texte voté en Espagne pour lutter contre les violences sexuelles en rendant obligatoire le consentement explicite. C'est un lieu emblématique de la colonisation française en Algérie qu'a choisi Emmanuel Macron pour cette deuxième journée de visite officielle dans le pays. Le cimetière européen Saint-Eugène, où ont été enterrés des milliers de Français de confession chrétienne et juive jusqu'à l'indépendance en 1962. 60 ans plus tard, la mémoire est encore à vif. Le président français et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune ont annoncé ce jeudi la création d'une commission binationale sur la colonisation. Seule manière, selon Emmanuel Macron, de regarder en face une histoire qui aujourd'hui encore divise de chaque côté de la Méditerranée. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Aucune repentance. Emmanuel Macron entend ainsi déminer toute polémique en France, où une partie de la classe politique, notamment à droite, défend encore l'héritage français en Algérie. En 2017, alors candidat à l'élection présidentielle, il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, une sortie qui avait largement fait réagir à Paris et satisfait à Alger. Depuis 1962, la France a toujours refusé de s'excuser pour les crimes commis durant les 132 années de domination de l'Algérie. Au cœur de toutes les inquiétudes, la centrale nucléaire de Zaporijia a de nouveau été raccordée au réseau électrique ukrainien, a annoncé Kiev ce vendredi. Située près de la ligne de front et touchée par des bombardements, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, tombée en mars aux mains des Russes, avait été déconnectée du réseau la veille pour la première fois de son histoire à cause de dommages sur les lignes électriques. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait aussitôt pointé la responsabilité de l'armée russe, soulignant qu'une catastrophe de grande ampleur avait été évitée de justesse. Le monde doit comprendre la menace que cela représente, avait-il déclaré. Si des générateurs diesel n'avaient pas été mis en marche pour soutenir la centrale après son arrêt, si le personnel de la centrale n'avait pas travaillé après la panne, nous serions obligés de surmonter les conséquences d'une urgence radiologique. L'exploitant ukrainien de la centrale de Zaporijia a assuré que les systèmes de sécurité du site fonctionnaient normalement. L'ONU a appelé à mettre en place une zone démilitarisée autour de la centrale de Zaporijia pour la sécuriser et permettre l'envoi d'une mission d'inspection internationale attendue sur place la semaine prochaine. Visible à l'horizon depuis la Finlande, la torche en feu du site gazier de Portovaya. Côté russe de la frontière, à quelques kilomètres seulement de l'Union européenne, des millions de mètres cubes de gaz partent en fumée chaque jour. Selon le bureau d'études norvégien Rystad Energy, il s'agit pour Gazprom de se débarrasser de l'énorme surplus de gaz initialement destiné à l'export, notamment vers l'Allemagne. Les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 ont été très fortement réduites depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine en février dernier et les sanctions occidentales qui s'en sont suivies. Berlin y voit un geste politique, tandis que Gazprom évoque des problèmes techniques. Selon les experts, il est effectivement possible que la station de Portovaya brûle son gaz à cause de dysfonctionnements. Mais la période très inhabituelle et l'importance considérable des volumes à des niveaux sans précédent selon les experts laisse peu de place au doute. En avril dernier, l'Union des industriels russes avertissait que faute d'exportation et en l'absence de capacité suffisante de stockage, les producteurs de gaz n'auraient d'autre choix que d'augmenter considérablement les quantités d'hydrocarbures brûlés. Alors que les prix de l'énergie explosent sur les marchés européens, le seul site de Portovaya brûlerait l'équivalent de 10 millions d'euros de gaz par jour. Des rizières asséchées et des récoltes en danger. La Chine vit cette année son été le plus chaud depuis 60 ans et le début des relevés météorologiques.
La moitié de cet immense pays, grand comme 20 fois la France, est frappé par ce phénomène d'ampleur exceptionnelle. Des plateaux tibétains aux côtes orientales, les températures atteignent des records. À Chongqing, mégalopole de 31 millions d'habitants située dans le sud-ouest de la Chine, le mercure a même atteint 41,9 degrés. Dans la région, le Yangtze, troisième plus grand fleuve au monde, est à un niveau historiquement bas. Les barrages ne fonctionnent pas à pleine puissance, causant des coupures d'électricité ayant notamment touché les entreprises de la province. Des feux de forêt s'y sont également déclarés, incendie désormais maîtrisé selon les autorités. D'après les météorologistes, ces températures élevées devraient encore durer au moins 2 jours. Les vagues de chaleur en plein été ne sont pas inhabituelles en Chine, en particulier dans l'ouest aride et le sud. Mais le pays fait face cette année à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le réchauffement climatique mondial. Alors que le scandale du logiciel espion met le gouvernement grec sous une pression extrême, il s'est aussi propagé au-delà des frontières nationales. Le Parlement européen et la Commission européenne s'impliquent activement dans la recherche de réponses. Le scandale porte sur les décisions des services de renseignement nationaux d'espionner Nikos Androulakis, député européen, et le journaliste Thanasis Koukakis, ainsi que sur l'utilisation du logiciel malveillant Predator avec lequel le gouvernement nie tout lien. La Commission européenne a déclaré qu'elle étudiait la réponse de la Grèce. Oui, la sécurité nationale relève de la compétence des États membres. Toutefois, lorsqu'ils garantissent la sécurité nationale, les États membres doivent appliquer le droit européen pertinent, y compris la jurisprudence de la Cour de justice européenne pour ce faire. Un nombre croissant de députés européens demandent une enquête et un débat en plénière consacré à cette question. Renew, les socialistes, les Verts et la gauche sont à la tête de ces appels, tandis que le Parti populaire européen, le PPE, reste silencieux. Nous insistons vraiment d'une part pour que la Commission se rende en Grèce pour clarifier les choses, mais aussi pour que nous ayons vraiment une enquête complète sur ce sujet, comme nous le faisons pour d'autres cas. Il s'agit vraiment d'une menace pour la démocratie et l'état de droit. Il faut donc clarifier la situation comme nous le faisons avec d'autres États membres d'ailleurs. Et cela ne concerne pas seulement un membre du Parlement européen, mais aussi les journalistes grecs. Et la liberté des médias est aussi quelque chose qui est de la plus haute importance au niveau européen. La commission compétente doit tenir 2 auditions la semaine prochaine, centrées sur les logiciels espions contre les citoyens, mais on ne sait pas encore si le cas grec sera abordé. Une session spécifique sur le cas grec pourrait se tenir plus tard. C'est une simple petite phrase qui fait déjà couler beaucoup d'encre et qui illustre les tensions toujours sous-jacentes entre le Royaume-Uni et la France. Lors d'un débat public, Liz Truss, la chef de la diplomatie britannique et probable future première ministre, a été interrogée par une journaliste sur le président français. À la question « Emmanuel Macron, ami ou ennemi ?», Liz Truss a d'abord refusé de se prononcer avant d'ajouter « Si je deviens première ministre, je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots ». Des propos qui ont suscité des critiques au Royaume-Uni. Pour ce député travailliste, l'heure est venue de rester unis face à Vladimir Poutine et non pas de se disputer avec la France. De son côté, l'ex-chef de la diplomatie, Alistair Burt, dénonce une erreur grave et appelle Liz Truss à retirer ses propos. Autre réaction attendue ce vendredi, celle du président français Emmanuel Macron. Pour le continent africain, quelle que soit la personne qui est considérer le leadership à venir en Grande-Bretagne, je ne m'interroge pas une seule seconde. Le Royaume-Uni est ami de la France. Depuis le Brexit, les points de contentieux n'ont cessé de se multiplier entre Londres et Paris, que ce soit sur la pêche ou l'Irlande du Nord. Le Pakistan face à des inondations meurtrières. Depuis le mois de juin, plus de 900 personnes sont décédées à cause des fortes pluies de mousson. Près de 125 000 maisons détruites, des centaines d'hectares de récoltes ravagées, des glissements de terrain et des routes endommagées. Le Pakistan fait partie des pays les plus vulnérables face au dérèglement climatique.
Karim Benzema, sacré meilleur joueur de l'UEFA cette année. Vainqueur du championnat d'Espagne et de la Ligue des Champions, le capitaine du Real Madrid devient le deuxième Français récompensé par ce prix après Franck Ribéry en 2013. Le prix féminin a lui été décerné à Alexia Putellas, tenante du Ballon d'Or. La Barcelonaise a été championne d'Espagne avec 30 victoires en 30 matchs.